Moi, je suis devenue mère dans des circonstances un peu compliquées puisque mon premier enfant, ma première fille, est née 3 mois avant terme. Je pense que je me suis effondrée très souvent, mais qu'il y avait toujours ce sursaut, ça peut pas mal finir. Et moi, je sais que ça, c'est quelque chose que je vais vraiment piocher dans mon enfance. Je m'appelle Héloïse Desmontiers. Je suis auteure d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle Peau à peau aux éditions Bucher-Chastel. Et parallèlement à ça, j'ai une carrière dans le digital et je travaille chez Mythique. Alors, ma famille, elle est composée d'un mari, déjà, qui s'appelle Maxime, de 3 enfants, 2 filles et un garçon qui est pris en sandwich avec ses 2 filles. Donc, elles ont 10 ans et 4 ans et le petit garçon a 7 ans. Et un chien, puisque dans notre famille, il y a aussi un animal qui prend beaucoup de place. Donc voilà, notre famille. Héloïse est devenue mère dans des conditions qu'elle n'aurait jamais imaginées. Sa fille Garance est née grande prématurée avec un pronostic vital engagé. Bouleversée par cette naissance hors du commun, Héloïse n'a eu d'autre choix que celui de faire face, aidée par les armes que sa propre mère lui avait transmises depuis l'enfance. Dans son livre Peau à peau paru récemment, elle décrit son parcours de combattante et comment cette maternité a transformé sa vie. Alors mon enfance, c'est une enfance en effet qui est plutôt assez gaie, où j'ai des parents qui sont d'ailleurs toujours ensemble, qui est un couple très solide. Donc je suis l'aînée, 2 frères. Le rôle des femmes est assez important dans ma famille puisque finalement, quand je suis petite, j'habite dans le même immeuble que mes grands-parents. Ma grand-mère, c'est une personne unique dans mon histoire d'enfant, d'adolescence que j'ai perdue il n'y a pas très longtemps, et en fait qui m'a élevée. Donc cette grand-mère, c'était une femme très sûre d'elle, très belle, très très belle. Déjà, j'ai un souvenir d'une beauté incroyable. Elle était tunisienne, mais avec des yeux bleus incroyables, et puis une femme très digne et qui avait vraiment une folle envie de s'en sortir. Donc elle était maîtresse, enseignante, et elle m'a beaucoup appris, beaucoup élevée, et elle m'a surtout, je pense, appris à relever la tête haute très souvent. Et cette femme, en fait, elle a donné naissance à 3 filles, dont ma mère, qui est aussi l'aînée. Et 3 filles au caractère bien trempé, pas leur langue dans leur poche, mais surtout avec une compréhension très vite que la réussite ne se base que sur une seule chose, le travail. Et donc, bercées au travail, forgées au travail. Elles ont toutes fait des jolies carrières assez classiques pour ces milieux-là où il fallait s'en sortir. Donc, on s'en sortait en étant soit prof, soit médecin, soit avocate. Et globalement, c'est ce qu'elles ont fait. Et voilà, donc des femmes assez grande gueule, qui n'ont jamais eu peur de s'affirmer, de l'ouvrir, qui n'ont jamais dépendu d'un homme. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai grandi avec une éducation finalement féministe, alors que le mot n'existait pas, ou très peu. Je suis née dans les années 80, et donc c'était pas forcément la valeur la plus clé à ce moment-là. Mais j'ai toujours vu ma mère, en tout cas, se battre, mes tantes aussi, pour conserver une forme d'indépendance et assumer leurs choix. Donc des caractères de femmes assez intenses. Ma mère, elle était avocate. Elle a arrêté de travailler il n'y a pas très longtemps. Et c'était clairement ce qu'on appelle une working girl. Il n'y avait pas grand-chose qui l'arrêtait. Elle avait besoin, en fait, de cette vie professionnelle qui était extrêmement épanouie. Elle avait besoin de prouver, je pense, beaucoup de choses. Et elle le prouvait assez bien. Mais voilà, elle n'y allait pas dans la rondeur. Quand elle avait quelque chose à dire, elle le disait. Elle m'a eu, je crois, elle avait 24 ans ou 25 ans. Donc pour elle, en fait, la maternité n'était en rien limitante. Et elle avait une très envie folle de prouver que oui, on pouvait être au barreau de Paris, avoir un enfant. Moi, j'ai des souvenirs de petite fille où le mercredi, quand la nounou plante, moi, le palais de justice de Paris, donc l'ancien, celui qui est à l'île de la Cité, là, sur les quais de Seine, est vraiment mon centre aéré, où je suis là, elle plaide, je suis au fin fond d'une salle d'audience, je la regarde plaider, je suis assez impressionnée. Mais c'était ça notre quotidien, où en fait, en tant que mère, elle renonçait à rien, ni à sa maternité, ni à sa carrière.
la fois, il y avait vraiment ce côté très admiratif de me dire waouh, elle gère. Et puis de l'autre, forcément, en attente d'avoir une maman poule qu'elle ne pouvait pas être, parce qu'à un moment, maintenant que je suis devenue maman, j'ai aussi un regard beaucoup plus serein sur ce que sont nos journées, ce que peut être l'épuisement mental et qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être parfaite tout le temps. Donc c'est vrai que j'ai un papa qui bossait beaucoup, mais qui avait plus endossé ce rôle de papa poule, qui lui, en tout cas dans mes souvenirs d'enfant, était plus présent, faisait plus les devoirs, passait plus de temps avec nous. Enfin voilà, donc il y avait un peu une inversion des choses où finalement la stature patriarcale était plutôt tenue par chez moi la mère et la stature matriarcale plus tenue par le père, avec un père qui était extrêmement, en tout cas aimant, protecteur. Et donc c'est vrai que moi j'ai un modèle en fait d'homme qui est beaucoup plus sur de la douceur, de la gentillesse et de la protection, et un modèle de femme qui est beaucoup plus bulldozer. Ma mère c'est une bulldozer, ça l'est encore aujourd'hui, et je pense que jusqu'au bout de sa vie elle ne tiendra jamais sa langue en fait. Moi j'ai eu la chance de grandir dans une enfance, une adolescence où rien n'est impossible, où rien n'est limité, où si tu veux, tu peux, et donc juste donne-en toi les moyens. Donc ça peut mettre beaucoup de pression parfois, parce que finalement, t'es pas dans une démarche onirique, t'es pas en train de rêver à peut-être quelque chose, t'es tout de suite dans comment tu vas le réaliser, mais ça donne aussi une confiance folle, où en effet, la première fois que je suis rentrée au Figaro, moi j'avais 16 ans, et c'était au culot, parce qu'en fait, elle m'avait appris cette valeur du culot, et à me dire... Et quelque chose que j'essaye aujourd'hui de reproduire avec mes enfants, de leur dire, au pire, on te dit non. Mais au mieux, on te dit oui. Mais si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais si tu auras un oui ou un non. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je dois au côté complètement sans filtre de ma mère. Est-ce que tu avais des moments privilégiés avec elle quand même, quand tu étais enfant et ado? Ouais, j'ai des souvenirs assez fugaces, mais je me rappelle que le mercredi, c'est le jour des crêpes. Donc évidemment, elle ne fait pas les crêpes, c'est pas à la maison. Mais en tout cas, on va dans une crêperie où on a ce moment toutes les deux où c'est le jour des crêpes. Et parce que cette crêperie était assez proche du palais de justice. Mais en tout cas, on est vraiment dans ce temps d'échange toutes les deux où on mange des crêpes. Et ensuite, on passe l'après-midi au palais de justice, qui a quand même les affaires courantes qui reprennent. Donc ça, je m'en rappelle. Et je me rappelle aussi qu'elle mettait un point d'honneur à passer les 2 mois, juillet et août, avec nous. Ça ne veut pas dire qu'elle ne bossait pas, elle bossait. Donc c'était assez cocasse parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la même mobilité. Mais j'ai toujours vu un fax. Donc voilà, pour les plus jeunes, vous regardez sur Internet. Mais elle a emporté dans la voiture un fax. Et elle avait besoin de son fax. Donc si elle n'avait pas son fax, elle ne pouvait pas bosser. Mais donc elle s'arrangeait quand même pour ces 2 mois d'été être avec nous, même si elle n'était pas 100% avec nous, puisqu'elle continuait évidemment à travailler. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquaient dans ta relation avec ta mère? Oui, je pense qu'avec le recul, pas avec le recul, mais avec mes yeux de petite fille ou ado, ce qui me manquait, c'était un cadre, c'était d'avoir plus de règles, Elle dit souvent aujourd'hui, c'est drôle, elle dit... c'est peut-être parce que j'ai été aussi cool que t'es aussi chiante et casse-pied avec tes propres enfants. Donc, il y a peut-être ce côté-là. Mais c'est vrai que moi, mes copines adoraient venir chez moi. C'était génial. En fait, les placards étaient remplis de bonbons, gâteaux, Nutella. Tu pouvais te servir à pas d'heure. La première clope que j'ai fumée, c'est avec elle. J'avais 13 ans, je me rappelle très bien. Elle était assez maligne, elle a réussi. Elle m'a dit, de toute façon, t'es à un âge où tu vas vouloir fumer en cachette pour te donner une contenance. Donc, cette cigarette, on va la fumer ensemble. Puis alors, évidemment, comme c'était plus du tout interdit, j'ai pas eu envie de fumer pendant très longtemps. Donc, voilà. Donc, je pense que ce qui m'a manqué, c'était un cadre. C'était... là, il est l'heure d'aller au lit, on mange des légumes, on fait les devoirs en temps et en heure et pas quand on peut le dimanche soir, parce que tout d'un coup... Et moi, j'étais une très bonne élève, donc j'étais vraiment une élève formatée pour réussir, j'avais besoin d'avoir des bonnes notes, et en fait, mon comportement l'inquiétait plus qu'autre chose. Quand elle me voyait à 5h du matin, que je mettais un réveil et que je lisais les bouquins que j'avais pas finis pour être la meilleure à l'école, elle me disait, mais arrête, c'est bon, allez viens, on va aller acheter des robes, Donc voilà, donc je pense elle a un côté extrêmement insouciant, joyeux, on fait la fête, et je pense qu'elle mettait la légèreté qu'elle n'avait pas connue enfant. C'est-à-dire que finalement, je pense aussi que ma grand-mère leur a fait porter beaucoup de choses, de volonté de réussir, d'être dans les meilleurs lycées, d'être la meilleure. Donc je pense qu'en fait, elle, à l'inverse, elle a essayé de nous inculquer, consciemment ou pas d'ailleurs, une légèreté qui a dû lui manquer. Et moi, finalement, je reproduis extrêmement l'inverse, où je pense que je suis une mère assez stricte, en fait. Est-ce qu'il y avait de la tendresse avec ta mère? Oui, il y avait beaucoup de tendresse, et je suis sa seule fille aussi. Il y a une relation qui est très particulière parce qu'il y a à la fois de la fierté, à la fois de l'envie, à la fois de se dire
Ma fille lâche rien, ma fille va réussir, ma fille gère sa vie et en même temps ma fille m'échappe parce que moi je suis la seule aujourd'hui de ces 3 enfants à avoir mes propres enfants, à être allée aussi loin dans la réalisation de ce que je voulais être. Donc moi j'ai complètement coupé le cordon. J'ai pas du tout coupé les relations, je lui parle très souvent, mais en tout cas j'ai coupé le cordon et je n'ai pas besoin du regard maternel pour aujourd'hui grandir. Je suis passée à autre chose, je suis devenue une mère comme elle. Donc je me sens beaucoup plus proche aujourd'hui d'elle parce que je comprends aussi à quel point c'est difficile d'avoir 3 enfants, ce qu'elle a eu, c'est difficile de mener une carrière, c'est difficile d'avoir du temps pour tout le monde et du temps pour soi. Donc je suis beaucoup plus aujourd'hui souple sur ce qu'elle est ou ce qu'elle a été que je ne pouvais l'être enfant, je pense, où je comprenais pas pourquoi j'avais pas le droit à mon histoire du soir. Du coup j'ai appris à lire très très vite, par exemple, forcément. Alors parle-moi maintenant de ton désir de devenir mère, justement. À quand est-ce que ça remonte pour toi, l'envie de devenir maman? Donc j'ai 2 frères avec le petit dernier avec un écart qui est quand même très important puisqu'on a 12 ans d'écart avec une mère qui veut un 3e enfant mais qui ne va pas changer sa vie de carriériste, de tout ça quand cet enfant arrive. Et donc très vite finalement je passe beaucoup de temps avec ce petit bébé parce que moi j'ai 12 ans quand il est, donc voilà, je pense un peu plus mature, je suis une fille déjà. Désolée les garçons. Non, mais voilà, donc je passe beaucoup de temps avec lui et j'ai vraiment un rôle déjà qui est très maternant, où je vais m'occuper de lui, c'est mon petit poupon, quoi. Donc j'ai déjà, en fait, avec ce petit frère, une expérience très proche de ce que pourrait être une maternité. Et très vite, je savais déjà que j'avais envie d'être mère et dans mon tableau idéal, j'ai 3 ou 4 enfants. Je sais déjà que je rêve d'avoir une fille, que je rêve qu'elle s'appelle Garance. Enfin, j'ai déjà quand même pas mal d'idées arrêtées. Et en fait, je vais rencontrer mon mari et bon, finalement, je tombe enceinte. Très vite, on fait le choix de ne pas vouloir demander le sexe de l'enfant parce que finalement, on s'en fiche. Et on est toujours ramené à cette notion un peu d'essentiel. On s'aime, on va avoir un bébé, donc peu importe en fait. Et donc, c'est une grossesse hyper chouette. C'est une grossesse à l'époque où je suis dans ma 30e année en tout cas. J'ai ma boîte, je suis entrepreneur, j'ai épousé le mec que j'aime, je suis enceinte, j'ai coché toutes mes cases, quoi. Là, c'est vraiment... Le plan est parfait pour l'instant. Ah, mais c'est vraiment le happy end de film, tu vois. J'ai tout ce que je veux, c'est extraordinaire. Ah non, mais je pense que je me sentais plus, quoi. Je pense que je repassais plus les portes, quoi. C'était vraiment... c'était waouh, franchement... tout roule, quoi. Tout roule et tu déchires tout, ma grosse, quoi. Donc voilà, donc j'ai vraiment ce côté, tellement crétin, mais bon, de Wonder Woman avec en plus le gros ventre qui est le symbolique ultime de tu gères tout, t'es trop forte. Et je vais à l'hôpital parce que j'ai très envie de passer Noël avec mes parents à Avoria. Donc Avoria pour moi c'est mon paradis en fait, voilà, c'est mon paradis sur Terre. C'est une station qui a 2000 mètres d'altitude où il n'y a pas de voiture. C'est là où j'ai passé toutes mes vacances depuis que je suis petite, donc je rêve vraiment, malgré ma grossesse, d'aller fêter Noël là-bas. Je suis quand même prudente, donc je me fais rassurer par une sage-femme à l'époque qui me dit aucun problème, tout va bien, allez-y. Et je fête Noël avec mes parents et c'est super, je suis tellement heureuse quand je suis là-bas. Donc vraiment, c'est tellement un endroit pour moi qui est un endroit paradisiaque que ça ne pouvait pas devenir un endroit de cauchemar absolu. Donc tout va bien jusqu'à une nuit, donc la nuit entre du 27 au 28 décembre. Donc je me réveille et j'ai mon mari qui dort, il y a le chien qui dort à côté de mon mari. J'ai hyper mal au ventre, mais hyper mal au ventre. Je comprends pas, mais en fait mon premier réflexe, c'est un réflexe, c'est quand même lunaire, c'est que je ne vais pas réveiller mon mari qui est dans le même studio. Je vais sortir de ce studio pour aller taper la porte à côté dans un autre appartement et rejoindre ma mère. Donc je rentre, il est peut-être 4h du matin, ils sont endormis. Enfin, ils dorment tout bêtement.
Et je me revois exactement comme une petite fille. Je me glisse dans leur lit ce que font les enfants, en fait, entre les deux. Ils sursautent, je les réveille. Et je lui dis, j'ai extrêmement mal. Donne-moi un space-fond. Enfin, je suis sûre qu'il faut un truc pour le ventre. Et en fait, elle me dit qu'elle n'a pas de space-fond, pas de Doliprane. Et elle me dit, mais t'es en train d'accoucher. Et donc moi, là, à ce moment-là, je reprends en fait ma robe d'adulte. Je suis plus du tout son enfant. Et donc presque d'adolescente, je lui dis, écoute, tu peux pas arrêter de raconter n'importe quoi, en fait. Je suis à 6 mois de grossesse. Je vais accoucher dans 3 mois. Donc non, c'est pas des contractions. Non, je suis pas en train d'accoucher. Tu racontes n'importe quoi. Et comme elle a un caractère extrêmement trempé et déterminé et qu'elle n'est pas du tout influençable, on n'a rien à faire de ce que je lui raconte. Elle ne m'écoute pas. Elle se met à appeler le 15. Et donc, je la vois vraiment exactement ce qu'elle sait faire. Elle prend le truc en main. Et toi, pourquoi tu as autant de mal à lui faire confiance à ce moment-là? Parce que, en fait, je ne sais même pas que techniquement, c'est possible. Je n'ai aucune idée. Enfin, pour moi, une grossesse, en fait, je suis peut-être demeurée, mais à l'époque, ou en tout cas, on n'en parlait pas. Une grossesse, c'est 9 mois. J'ai fait aucun cours encore de préparation à l'accouchement. Je sors quand même d'un rendez-vous médical 4 jours avant où on m'a examiné, on m'a dit tout va bien. Donc, en fait, j'ai aucun signal dans mon cerveau qui peut me faire pencher pour sa thèse, mais aucun. Et donc pour moi, elle est dans un délire total. Et donc j'assiste vraiment assez impuissante à mon père avec moi, où je me dis, mais complètement cinglée, quoi. Complètement cinglée. Et en fait, c'est elle nous sauvera. Dans quel état d'esprit t'es toi à ce moment-là, quand tu comprends que tu vas accoucher? Pour moi, je vais pas accoucher. Alors, il y a 2 choses, c'est que dans cette ambulance qui me descend, 1, j'ai très mal. Et 2, je dois me rendre à l'évidence, il y a du sang partout. C'est vraiment une boucherie, quoi. C'est une scène de crime. Moi, j'ai juste le sentiment que mon bébé est mort. Et c'est une ambiance qui est très dure dans cette ambulance parce que moi, je suis à l'arrière, mon mari est devant avec le conducteur. Mais lui, la seule chose qu'il a entendue, c'est un pompier donner comme consigne à cet ambulancier. Sois prudent, mais descends le plus vite possible. Elle est en hémorragie, je suis pas sûre qu'on sauve la mère. Je dis pas que les chocs sont moins violents en pleine journée, mais c'est sûr que cette atmosphère de nuit très noire, comme on en connaît au mois de décembre, où il fait très froid, où la neige tombe. Donc en fait, même le dehors est très opaque en fait. Donc on a très peu de faisceaux de lumière. Quand on arrive à cet hôpital, je sais pas, il est peut-être 5h30 du matin, donc il fait très très noir encore. Il y a vraiment aucune possibilité de se dire qu'il y a une lumière, une possibilité de se réjouir quelque part. Donc, on a un médecin qui nous accueille, évidemment, qui va poser un monitoring sur mon ventre. Moi, je m'attends au pire. Et en fait, il nous dit, le bébé est vivant. Puis en fait, très vite, le bébé est vivant, mais il va falloir aller accoucher maintenant. Et là, je pense que ça fait partie de ce qu'on appelle le trauma. C'est-à-dire, c'est une espèce de trou noir. Tu peux te rattacher à rien. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment le sentiment, je suis en pyjama, je suis couverte de sang. Je suis dans un hôpital que je connais pas. Ce médecin, je l'ai jamais vu. Il a pas mon pauvre dossier médical. Je devais rentrer après les vacances faire un premier cours de préparation à l'accouchement que j'avais pas fait. Oui, est-ce que tu es prête à être mère à ce moment-là? Mais je suis prête de rien, en fait. Et je comprends même pas ce qui m'arrive. Et je me dis, mais accoucher? Et à un moment, la seule consigne que j'entends, ce qui est une consigne un peu violente, mais je pense que j'étais pas réceptive, c'était, non mais en fait, vous avez pas compris là. Mais il va falloir vraiment que vous écoutiez ce qu'on vous dit, parce que votre bébé ne va pas tenir. Tu sais pas comment, mais tu reprends sur toi, parce que tout d'un coup, tu as ce truc de mort très fort qui arrive, genre alerte rouge, et tu accouches. Donc ce bébé est vivant, mais ce bébé, je le vois pas. Je l'entends pas d'ailleurs. Il est évacué, je dis il parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas que c'est une fille. Sur le moment, c'est très violent quand on le vit, mais quand on parle au médecin, il y a urgence absolue en fait. Il faut évacuer ce bébé. Ce bébé, il a 6 mois. Elle pèse un tout petit peu plus d'1 kilo. Elle n'est pas autonome sur le plan respiratoire. Il va falloir l'intuber. Cet hôpital, il n'y a ni le matériel, ni les médecins compétents pour le faire. Et donc, en fait, la seule chose que cet hôpital a très bien fait, c'est qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas capables de gérer un bébé comme ça. Donc, en fait, dès que j'étais arrivée, ou je descendais de ma montagne, ils avaient déjà appelé de l'aide à un hôpital autre, à Chambéry pour le coup, qui savait gérer ce type d'accouchement très prématuré. Et donc ce bébé part et donc on se retrouve vraiment mais comme 2 cons à l'hôpital. On ne sait pas où est notre bébé, on ne sait pas si c'est une fille, on ne sait pas si c'est un garçon, on ne sait pas si le bébé est vivant, on ne sait pas. Et là, on me met enfin dans une chambre d'hôpital où on me dit écoutez,
On a arrêté aussi l'hémorragie. On est en train de... Voilà, vous allez récupérer. Il faut que vous récupériez, mais il faut vraiment que vous vous reposiez. » Et tu te dis, mais c'est une blague. Parce qu'en fait, il y a toute ta vie qui s'est écroulée avec cet accouchement. C'est ta vie simple où tu avais l'impression que tu gérais tout. Mais tu gères rien du tout, en fait. Tu gères que dalle. Pour la première fois de ma vie, en fait, je touche vraiment le point de bascule, en fait, où je me dis, mais pourquoi moi? Pourquoi comme ça? Et j'approche la mort. Il y a une infirmière qui rentre dans notre chambre et qui dit, qui me dit, oh, vous avez de la chance, les filles s'en sortent mieux avec la prématurité. Et c'est comme ça que je comprends qu'en fait j'ai donné naissance à une fille. Et ma mère, elle m'avait, notamment pour moi, c'était un accouchement post-terme, donc elle m'avait souvent raconté cette histoire que c'était insupportable à la fin quand on peut plus. En plus, moi, je suis née le 24 août, donc en fait, sous des chaleurs horribles de garder des enfants. Enfin, voilà. Donc moi, j'ai cette histoire qui me berce. Donc forcément, quand je lui dis, mais un enfant de 6 mois, ça ressemble à quoi? Enfin, c'est comment? C'est un monstre? C'est un vrai bébé? Elle sait pas, elle a aucune idée. Elle a jamais été confrontée à ça. Donc, je crois que elle ou quiconque, en fait, j'ai envie de voir personne. La seule chose, c'est que j'ai envie de voir ce bébé et j'ai envie de me dire que ça va aller, mais ça va pas du tout. Tu dois faire le deuil, en fait. Donc, cet enfant n'est pas mort, mais tu fais quand même le deuil de la maternité dont tu avais rêvé. Tu fais le deuil de tout ce que tu avais pu projeter. Et tu vas devoir apprendre à être une mère autrement. Une mère au service de Réa, une mère qui descend, qui appuie sur un interphone pour aller voir sa fille, qui a un protocole sanitaire de dingue avant d'arriver à la couveuse, qui va vivre au rythme des arrêts cardiaques, des arrêts respiratoires, des réanimations. Donc, c'est un parcours qui est extrêmement compliqué parce que c'est un parcours où tu n'as pas de perspective, c'est un parcours où tu regardes juste la journée qui vient de se passer en te disant « Ah, un jour de plus ». Mais c'est un parcours où ce n'est pas la maternité dont tu as rêvé. Tu ne prends pas ton enfant dans les bras, tu ne peux pas. Moi, je me rappelle le premier baiser. Quand je dis baiser, c'est mes lèvres contre la joue de Carence. Elle avait 8 jours. 8 jours. J'avais aucune idée de son odeur, j'avais aucune idée du toucher de sa peau. Je savais rien. Je savais rien. En fait, tout ce qui nous rend un peu... presque animal dans ce lien fou de pouvoir donner la vie, moi, il m'avait été enlevé. Donc, j'avais un bébé très maigre et avec lequel je devais tenter de créer un lien. Cette première semaine, c'est juste une semaine où c'est une semaine d'angoisse permanente. Et puis, tu dois avoir peur de l'aimer aussi, peut-être. Alors, tu as très peur de l'aimer ou de ne pas l'aimer assez. Donc en fait, moi, comme j'ai grandi de façon extrêmement positive, j'avais décidé que j'allais l'aimer. Et en plus, je tenais parce que j'allais faire un premier pot à pot. Donc, c'était un moment qui était très fort. Et le jour où je devais avoir mon premier pot à pot, malheureusement, ce jour-là, elle a fait un arrêt cardiaque. Donc, j'arrive, elle est en train d'être réanimée. J'ai pas de pot à pot. Et là, je me blinde. Et là, j'ai plus du tout envie de l'aimer. C'est-à-dire que là, je comprends que aimer, c'est souffrir. Et donc là, en fait, je ferme tout à triple tour et je fais ce qu'on me demande. Donc, prends-la un pot à pot, d'accord. Fais ce geste, d'accord. Mais je n'y mets plus aucune émotion parce qu'en fait, j'ai tellement peur, ça fait tellement mal que je me blinde. Mais en tout cas, ce séjour à Chambéry, c'est un séjour où je découvre une autre facette de moi-même parce que je connais pas ça, de rien décider, de te laisser complètement faire, d'abandonner, d'avoir peur tout le temps. Et surtout, la mort, c'est pas juste un concept, c'est un truc physique qui te rogne de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as plus faim, tu n'arrives même pas à respirer, tu déglutis pas normalement. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'endors d'épuisement, mais tu te réveilles un quart d'heure après en disant « Elle est morte, faut que je descende ». Et en fait, c'est vraiment un truc qui te bouffe de l'intérieur. Et je souhaite à personne de vivre ça parce que c'est une première maternité, c'est un premier enfant, loin de chez toi, loin de tes amis, loin de ta famille, et avec un pronostic vital engagé. Comment ta mère est-ce qu'elle t'accompagne pendant toutes ces semaines ? Très vite, je demande au médecin de garde si par hasard, exceptionnellement, mes parents peuvent descendre dans le service, voir leur petite fille. Et il accepte. Et c'est assez touchant parce que j'ai vraiment cette vision où ils sont tous les deux autour de la couveuse et ils créent le premier lien. Ils essayent vraiment de dire enfin tu vois, même là d'en parler c'est hyper émouvant, mais ils créent vraiment ce lien de dire c'est notre première petite fille, notre premier petit enfant. Ils prennent des photos, enfin c'est un moment qui est hyper attendrissant pour moi.
Et en sortant de ses vestiaires, elle me dit ah ben ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. En fait, c'est bon, elle va s'en sortir, t'inquiète pas. Et donc, il y a toujours cette espèce de non mais c'est bon. Et elle s'accroche à ça, presque comme un mantra en fait. Tu sais, c'est sa façon à elle de dire la mort l'aura pas. Alors Garance s'en est sortie, pour le coup. Raconte-moi justement votre retour à Paris. Donc retour à la maison. Mais moi, je suis pas du tout dans la joie parce que, en fait, ce qui est très dur, c'est que quand tu récupères enfin ce bébé, il y a deux choses. Il y a, est-ce que je sais faire? Ça fait quasiment 2 mois que j'ai délégué mon rôle de mère à des gens qui savent vraiment faire et qui sont des médecins. Donc en fait, moi, je suis engluée dans mes angoisses en disant, mais si jamais elle fait un arrêt respiratoire, un arrêt cardiaque et je le vois pas. Alors qu'en fait, non, si on me la rend, c'est qu'elle va bien. Mais psychologiquement, je suis tellement dépendante et droguée aux machines que je suis vraiment extrêmement angoissée de me dire il va se passer quelque chose. Donc c'est un retour à la maison qui est très long, qui est très dur. Comment ça se passe, la poursuite du lien avec Garance, entre toi et Garance? Du coup, je pense que je reproduis beaucoup ce que j'ai fait à l'hôpital, donc je continue à faire énormément de peau à peau. Donc elle c'est vraiment une petite crevette. Je crois que quand je la récupère, elle doit faire 2 kilos, 2 kilos 100, donc elle est toute petite, donc elle passe sa vie en effet en peau à peau. Il y a un lien très fort. Et en fait, Garance, ça devient un peu ma fille, ma bataille, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps et partout avec moi. Donc, je peux aller pitcher des investisseurs. J'ai un souvenir où j'arrive à pitcher des investisseurs avec ma poussette. Je recrée la mécanique. Sauf qu'en fait, je la recrée avec une différence folle. C'est qu'il n'y a plus grand-chose qui m'atteint. Vraiment, je crois que le fait d'avoir côtoyé d'aussi proche la mort te donne une sorte de carapace incroyable sur tout glisse après. Mais j'ai travaillé beaucoup, et ça c'est vraiment quelque chose aussi, j'encourage tout le monde à le faire, c'est ne pas laisser les traumatismes latents, parce que moi j'avais quand même ce rêve petite d'une famille nombreuse, et après une expérience comme ça, il faut vraiment que ton rêve soit très très solide pour y retourner, très très solide. Et en fait le rêve ne suffit pas, il faut se faire aider, et c'est vrai que je suis tombée sur une psy extraordinaire qui était spécialiste en prématurité, donc qui a permis de lever le truc qui peut tuer les femmes, qui est la culpabilité. Tu l'as ressenti, toi? Tout le temps. C'était moi qui avais porté cet enfant, donc c'était moi qui avais déconné. C'était forcément moi. En fait, comme il n'y avait pas de coupable à titrer, comme il n'y avait pas un virus, une maladie, un truc qui pouvait expliquer, la mauvaise de l'histoire, la méchante de l'histoire, c'était moi. Et donc, cette culpabilité, il fallait absolument me l'enlever, parce qu'en fait, si je me l'enlevais pas, je pense que j'aurais pu le faire payer à Garance une partie de sa vie, de pas avoir eu d'autres enfants, etc. Et j'aurais jamais pu retomber enceinte. Ta mère, qu'est-ce qu'elle t'a transmis de plus fort finalement? L'héritage le plus important qu'elle t'a laissé, tu dirais que c'est quoi? Je pense que c'est la persévérance. De vivre au bout de ses rêves, de jamais lâcher, de toujours y croire. Et la confiance en soi, du coup. Parce que, en fait, quand t'es porté enfant par des parents, et pour le coup, c'est pas qu'elle, c'est les deux, mais qui ne rigolent jamais à tes idées loufoques, ne te disent jamais « Ah, tu vas être journaliste, mais tu vas pas y arriver. Ah, tu veux écrire un livre, mais non, ça va pas se vendre. » Et qui donc te transmettent une fierté, une confiance. C'est ça qui te donne des ailes. C'est pas que t'es plus intelligent ou moins intelligent qu'un autre, c'est qu'à un moment, tu n'as pas peur de faire. Et donc, je pense que ça, c'est un héritage qui est extraordinaire parce que, oui, je n'ai pas peur. Est-ce que l'éducation que tu as reçue de ta mère, justement, sur tous ces aspects-là, t'a aidé à être combative pendant toutes ces semaines, justement, auprès de Garance? Même si tu t'en es pas rendu compte sur le moment, parce que tu étais dans ton angoisse, etc., mais est-ce que, malgré tout, toute cette force que tu avais puisée, finalement, auparavant, est-ce qu'elle t'a aidé à gérer ça? Parce que tu aurais pu t'effondrer complètement. Chez moi, on voyait jamais la bouteille à moitié vide, ça n'existait pas. Et si elle était à moitié vide, comment on s'arrangeait pour l'avoir à moitié pleine? Donc, il y avait vraiment une volonté de toujours trouver de la lumière dans l'obscurité, toujours. Et donc oui, je pense que de fait, cette éducation et cette personnalité m'a aidée à ne pas plonger. Parce qu'il y a vraiment des jours où en fait on veut que ça s'arrête. Et que ça s'arrête, c'est terrible, que ça s'arrête, c'est
c'est toi, tu as des idées noires et surtout que ça s'arrête. À quoi bon sauver un enfant qui fait des arrêts cardiaques tous les 2 jours? En fait, on va la débrancher. Et si je tire sur le fil, là, il se passe quoi? Et je pense que c'est des situations qui sont d'une telle violence que si t'as pas un fond où tu te raccroches à des choses en disant ça va aller, on va s'en sortir, c'est très très dur de y arriver. Donc oui, je pense que ça m'a aidé. Si tu avais quelque chose à dire à ta mère, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais merci parce qu'en fait, elle est assez constante et elle a jamais vraiment dévié de ce qu'elle était, c'est-à-dire une femme forte, d'apparence ou pas, je ne le saurais jamais, mais en tout cas une femme forte qui a des vraies valeurs et qui s'est quand même battue pour offrir le mieux qu'elle pouvait à ses enfants. Donc voilà, donc après, oui, il n'y a pas eu d'histoire du soir, mais à la fin, est-ce que c'est ça le plus important? Je sais pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est que elle a 3 enfants qui sont globalement équilibrés, globalement heureux, et je pense que à la fin, la métrique du succès, elle est là aussi, donc tant mieux. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, quand je la vois faire avec mes propres enfants, c'est un choc, ça me rend dingue. Ça me rend dingue qu'on puisse manger des frites, goûter à 19h, alors que non, on goûte à 16h30. Mais elle en a rien à faire. Ça ne l'intéresse pas. En fait, ça l'a jamais intéressée, donc ça va pas plus l'intéresser parce qu'elle est devenue grand-mère. C'est pas son modèle, c'est pas comme ça qu'on éduque les enfants, et en fait, pour elle, l'essentiel est aussi ailleurs. Et qu'est-ce que tu dirais à Garance? Je dirais à Garance que elle est extrêmement courageuse, mais elle le sait, qu'elle s'est battue pour vivre et que quand on se bat pour vivre comme elle s'est battue, on peut pas se laisser abattre plus tard dans la vie par des choses futiles, par des mauvaises rencontres, par des garçons qui seront pas sympas parce que Garance c'est une vraie combattante, quoi. Aucun enfant ne décide d'être sur Terre, mais elle a décidé d'y rester, vraiment.